Bonjour et bienvenue dans la Robe numérique. Alors dans cet épisode, on va parler analyse, gestion du risque, cyber, une fois n'est pas coutume, et on va également étudier la méthodologie d'analyse, savoir comment on fait une analyse d'impact, comment on trouve des failles, comment on les rentre, comment on calcule, quel impact peut-être financier on peut arriver à modéliser. Bref, un vrai couteau suisse du quotidien. On va vous présenter Egeri Software. Alors, c'est plus du tout confidentiel, c'est une structure qui est maintenant bien connue. Pour parler d'Egeri Software, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Simon Amiot, qui est responsable de l'équipe avant-vente et du suivi client, que moi j'ai connu à l'époque où il est rentré chez Egeri pour faire de la formation et il m'avait formé sur l'outil. Bonjour et bienvenue dans la robe numérique, Simon. C'est vraiment un plaisir de t'avoir ici. Bonjour Mariana. Alors, avant qu'on parle d'égérie, je voudrais qu'on parle un peu de ce secteur, ce besoin, qui est donc d'adresser l'identification des failles, des vulnérabilités dans une entreprise, donc sur l'aspect cyber, qui est votre métier. Est-ce que tu peux nous parler un peu du secteur, les évolutions que toi, t'as pu constater, des nouvelles demandes, voilà. Est-ce que tu peux nous faire un peu ton retour Alors, c'est intéressant que tu parles d'évolution parce que justement, quand je suis arrivé effectivement chez Egeri, à l'époque, il n'y avait finalement pas de marché. Il n'y avait pas de réel marché. On était le seul éditeur du secteur à faire un outillage, une solution de ce type-là et d'adresser finalement la gestion, on va dire l'analyse de risque cyber, l'analyse de risque IT. Il n'y avait pas de marché, pas de réelle concurrence. Et donc pas de réel besoin en fait derrière, puisque c'était principalement de l'outillage Excel, puis finalement les gens s'en sortaient comme ça parce qu'il n'y avait pas forcément la volonté, on va dire, d'adresser ce besoin-là. Et au fur et à mesure des années, alors avec notamment des volontés de l'ANSSI, des différents de clients grands comptes, il y a vraiment eu la démarche de gérer finalement l'ensemble de ces processus cyber au travers d'outils, et notamment d'outils de gestion des risques cyber ou d'analyse de risques. Donc ça a vraiment évolué, c'est-à-dire que moi je suis arrivé en 2018, fin 2017, début 2018. À l'époque, finalement, on adressait des personnes indépendantes dans des entreprises donc, qui nous disaient oui, je cherche une solution pour outiller mes analyses de risque, mais ce n'était pas une décision de groupe. C'était pas outiller finalement tout un processus de l'entreprise. Et à partir de notamment une nouvelle méthode, la méthode EBIOS Risk Manager qui a été portée par l'ANSSI, sur laquelle on est labellisé, à partir de cette méthode-là, on a vraiment senti une prise de conscience euh, de certains clients, prospects, grands comptes, d'outiller cette démarche-là d'analyse de risque, de gestion du risque cyber, gestion du risque IT, de sortir de l'Excel et d'avoir une solution finalement qui soit plus pérenne et plus ancrée finalement dans les processus de l'entreprise. Donc c'est la refonte de l'EBIOS, enfin de la méthodologie EBIOS de l'ANSSI qui a vraiment insufflé le marché. Est-ce que du coup pour vous c'est la consécration, si je me rappelle bien, c'était au FIC, c'était annoncé au FIC en 2019, la labellisation, et vous étiez que deux sur le marché à être labellisé. Mm. Aujourd'hui je sais pas. Du coup ça a vraiment donné un accélérateur en tant qu'autorité. Elle a un peu sonné la fin de la partie de l'Excel et bonjour l'outillage objectivé des calculs, c'est ça? Ah, je sais pas si on peut sonner la fin de l'Excel parce que ça reste quand même l'outil maison qui reste le grand ami on va dire des risk managers. Mais en tout cas, ce qu'on a pu constater, c'est que on a été labellisé, alors ça s'est fait en deux temps, hein, on en a une partie en juin 2019, euh, oui, juin 2019, puis après en janvier 2020 au FIC. Mais on a vu apparaître des nouveaux concurrents, ce qui était le signe que finalement le marché était en train de se construire. Et puis, on a vu surtout apparaître des nouvelles demandes de prospects. Le marché s'est fortement accéléré. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, nos dirigeants, Jean Laroumet et Pierre Auger, ont fait un travail justement d'acculturation de l'importance d'outiller les analyses de risque, etc., pendant quasiment 7 ans, hein, parce que finalement, ils ont commencé, je dirais, vers 2010-2012, et j'ai plus l'historique exact. Mais c'est vraiment cette méthode-là et, je dirais, la démarche de l'ANSSI
qui a accéléré fortement notre visibilité et la visibilité de ce marché-là. Avant de parler de la visibilité des GRI, c'est la visibilité du marché, de l'outillage, de la gestion du risque cyber et des analyses de risque. Alors aujourd'hui, vous êtes sur l'analyse du risque cyber. Vous avez aussi, enfin, vous avez deux solutions qui sont donc portées par le terme Egeri Suite, la suite Ouais, Egeri, c'est ça. exactement. Donc c'est le risque cyber et Ouais, la privacy, le risque exactement. couvert par euh, le RGPD. Exactement, Tout notamment. très Alors, basiquement. Et mm, ça peut être d'autres normes. Alors voilà, la question que j'avais envie de te poser, c'était ça. C'était là, on dit cyber, on dit RGPD, et on peut dire d'autres normes. Est-ce qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont sur d'autres secteurs? Est-ce qu'on peut implémenter d'autres normes? en fait, il y a véritablement deux choses quand on parle des normes. Il y a on parle des normes et des méthodologies. En fait, quand on prend les normes telles quelles, souvent on a des listes d'exigences et on essaie de mesurer les écarts avec ces exigences. Donc, typiquement, je vais prendre les normes ISO. Enfin, pas toutes les normes ISO, mais par exemple l'ISO 27002, on a un catalogue avec des exigences et puis on voit si on répond à l'exigence ou non, si l'exigence est couverte ou pas. Et après, il y a entre guillemets la méthodologie ou l'approche. Si je prends par exemple le RGPD, faire un registre, c'est une démarche. C'est pas une exigence en disant soit je fais le registre, soit je le fais pas. Non, c'est vraiment une démarche. Il faut mettre en place un registre avec tout le processus associé. Et donc dans l'outil, ce qu'on peut très bien faire, c'est intégrer des normes, donc des catalogues d'exigences auxquels on doit répondre. Mais si par exemple on a une nouvelle approche, on peut la développer dans l'outil également parce il est vraiment adaptable et il est fait pour ça, il est designé pour ça. Donc c'est par exemple ce qu'on a fait, si je prends un exemple concret sur la partie risque, on a implémenté une nouvelle méthodologie qui est la norme ISO 21434, qui est véritablement une approche méthodologique. C'est vraiment une démarche. Il faut faire ça, puis ça, puis ça. C'est pas répondre à des exigences, c'est vraiment se lancer dans une démarche, une approche pour gérer, en l'occurrence pour la l'ISO 21434, c'est les risques cyber des véhicules connectés. Et pour la conformité, typiquement la privacy, parce que je sais que c'est quelque chose qui t'est cher, Oriana, c'est un peu la même idée. C'est-à-dire que on va pouvoir gérer les exigences du RGPD, donc le fait de répondre aux droits des personnes, etc. Donc sous la forme de catalogue d'exigences, ça on peut les intégrer. On peut intégrer celle du RGPD, celle de la loi californienne, alors je n'ai plus le nom en tête, mais j'imagine que toi tu l'as. Et puis d'autres conformités, ça peut être des conformités nationales. Je crois que la Chine est en train de sortir son référentiel, le Japon, si je dis pas de bêtises. Donc on va pouvoir également intégrer ces catalogues d'exigences. Par contre, s'il y a une nouvelle approche, comme, je sais pas moi, à partir de demain, on doit gérer tel type de processus, là, dans ce cas-là, il faut qu'on redéveloppe quelque chose pour pouvoir gérer tout un processus associé. D'accord. Du coup, c'est quand même assez malléable finalement ce que tu es en train de nous dire, c'est Oui, que ça s'adaptera à mon contexte client et ça s'adaptera à ce que j'ai envie de développer en interne. Typiquement, si je veux créer, si je veux implémenter ma norme, ma procédure, ma politique et que je veux la mettre contraignante et vérifier que mes équipes le font correctement, je peux l'intégrer dans l'outil. exactement. Tu touches du doigt quelque chose qui est important, c'est que quand on gère un processus, alors que ce soit gestion du risque cyber ou gestion du risque lié à la privacy, finalement, derrière, il y a un processus. Il n'y a pas que l'outil. Et finalement, fait dans l'outil, on va pouvoir, dans la solution, je prends l'exemple de l'EBIOS Risk Manager, parce que on en a parlé, c'est une nouvelle méthode, donc c'est une nouvelle approche dans laquelle il a fallu développer des choses. Donc on a justement utilisé la malléabilité de l'outil pour l'adapter à cette nouvelle approche, cette nouvelle méthodologie. Mais après, il y a le workflow, finalement, le processus. Qu'est-ce qu'on doit valider, qu'est-ce qu'on doit faire en premier, en deuxième, qui seront les différents acteurs, les responsables. Et ça, c'est toute la partie justement processus. Alors, ça m'amène deux questions. La première, c'est de se dire, donc, c'est là, tel que tu l'exprimes, c'est donc un outil collaboratif. Si j'ai du processus et que j'ai un workflow, il y a une partie de moi qui se dit que c'est collaboratif, n'est-ce pas?
Effectivement. Ok. Donc, ça veut dire qu'il y a un système de validation qui permet de donner la main à certains collaborateurs dans l'entreprise pour valider une partie du processus et qui est quelqu'un au début de cette chaîne qui va, in fine, vérifier que tout le processus a été respecté. Et oui, parce que justement, si on essaye de sortir de l'Excel, c'est pour, il y a des raisons à ça. Et notamment, une des raisons qui est très importante, c'est le côté collaboratif, parce que bon, c'est globalement, les gens savent à peu près que Excel, c'est limité en termes de collaboration. En tout cas, c'est assez difficile à le maintenir dans le temps. Et donc, un des premiers objectifs, voire le premier objectif de la solution, c'est de faire en sorte d'instaurer une collaboration entre les différents acteurs pour gérer à la fois le risque cyber et le risque privacy. Et donc, effectivement, un des aspects primaires de la solution, c'est le côté collaboratif avec des modules de questionnaires dans lesquels on va pouvoir justement questionner parfois des personnes qui ne vont pas du tout être experts du métier, hein. Je prends l'exemple du RGPD. Dans le RGPD, on va avoir des experts, on va dire RGPD, des PO, etc. Et puis, on va avoir des métiers, des gens qui vont réaliser le traitement, qui vont le mettre en œuvre. C'est eux qui auront les informations sur les traitements de données, les besoins, les finalités, ces choses-là. Et justement, tout l'intérêt d'avoir une solution, c'est de pouvoir faire en sorte que le DPO euh, demande des informations à ces experts, enfin ces métiers en fait là, ces personnes qui vont gérer les traitements au quotidien, euh, et ensuite ils récupérer ces informations pour pouvoir les valider. Donc en fait, on va vraiment avoir dans la solution, et c'est un des principes les plus importants de la solution, une notion de collaboration et de validation, effectivement, de workflow associé entre des personnes qui ne sont pas expertes du sujet, des métiers, des chefs de projet, et des personnes qui sont expertes du sujet. C'est un des points forts un des points forts et je dirais, un des objectifs numéro un de la solution. Ok. Alors, il y a une autre question qui me venait, c'était de se dire, si on peut faire beaucoup de choses, est-ce que c'est compliqué à paramétrer? Parce que quand on peut faire énormément de choses, souvent, ça impose qu'on soit nous-mêmes relativement déjà bien structurés. Mm. Donc, qu'en est-il de la prise en main au final? Est-ce que je dois être un hyper expert? Je sais que la solution a beaucoup évolué parce que la première fois que je l'avais vue, je trouvais qu'il fallait être super expert. Aujourd'hui, c'est différent. Est-ce que tu peux expliquer un peu cet aspect du paramétrage en fait de la solution, de la récupération aussi de l'existant, parce que c'est un peu l'enjeu, c'est de se dire on a bossé des années sur un Excel, on va passer sur une solution, je vais y passer combien de temps, voilà comment ça fonctionne. Alors, justement, c'est important de dire que la solution n'est pas une solution qui va s'alimenter toute seule. Donc, évidemment, il y a du travail derrière, hein. C'est évident de le souligner, parce que c'est quand même une partie importante. Alors, comment ça fonctionne aujourd'hui? Donc, je m'occupe du suivi client et de l'avant-vente, donc c'est vrai que nous, c'est des choses qu'on suit au quotidien. Concrètement, comment ça se passe? On va avoir un prospect, un nouveau prospect, hein, qui va vouloir mettre en place un processus ou qui a un processus déjà existant. Prenons, on va prendre l'exemple de l'analyse de risque dans les projets ou de l'intégration de la sécurité dans les projets. Bon, bah déjà, s'il a un processus existant, il va falloir analyser son processus et voir comment l'implémenter dans l'outil, dans la solution. Ça prend du temps. Ce temps-là, généralement, c'est un projet à part entière, hein. Il y a un responsable projet côté client, un responsable projet côté éditeur. On met très souvent également, nous, ce qu'on appelle nos partenaires dans la boucle, hein, donc, qui sont des sociétés de conseil. Et on se met en mode projet pour finalement paramétrer la solution pour qu'elle soit totalement adaptée au processus que le prospect ou le client veut mettre en place dans la solution. Donc j'ai un client, il dit voilà, moi je veux faire ça. On se met en mode projet. Il y a généralement, alors ça va dépendre de la taille du client, hein. Je ne peux pas donner une enveloppe comme ça. Ça peut aller de 1 mois, 3 mois, 6 mois, ça va dépendre de la taille du client. Mais généralement, ça fonctionne toujours pareil. On regarde le process qu'il faut mettre en place, on regarde l'effort de paramétrage qu'il y a à faire dans la solution. Il y a de la formation, du transfert de compétences. Pas forcément beaucoup. Je sais qu'Oriana, toi, tu as connu la solution à ses débuts. Là, c'était un petit peu différent parce qu'on n'avait pas tout cet accompagnement, toute cette couche, on va dire, d'ergonomie de la solution qu'on peut avoir aujourd'hui.
qui a beaucoup changé. Donc, c'est quand même beaucoup plus simple de fonctionner, on va dire de mettre en place un processus aujourd'hui, mais il y a quand même un vrai projet derrière. Et généralement, on va dire, pour un grand compte, la première année, l'objectif à la fin de la première année, c'est que la solution, elle a été paramétrée et qu'il y ait eu un exemple de projet qui a été traité dans la solution. Est-ce que tu sais dire le temps gagné par ton client lorsqu'il démarre le projet? C'est-à-dire, là, au bout d'un an, pour ton grand compte, c'est quoi le ROI pour les équipes? Désolé, c'est une question C'est une bonne très, question. très, très basique, mais si si j'investis dans une licence, mon objectif, c'est de faire gagner du temps. C'est de gagner en compréhension Ouais. aussi, en lisibilité. Donc, je vais avoir des indicateurs. Mes équipes, elles vont travailler de manière plus collaborative, c'est ce que tu nous expliques Ouais. sur ces aspects. Donc j'ai gagné combien de temps? Parce que je vais investir cette année, une partie de mon année en tout cas, à paramétrer la solution. Et donc c'est quoi mon ROI? C'est une très bonne question, Je te Oriana. remercie. C'est une très bonne question. Pour être franc, je pense pas qu'on soit capable aujourd'hui de donner un ROI tout de suite. La raison, elle est assez simple. C'est que finalement, nos clients partent du fichier Excel. Et donc, le premier problème qu'ils ont, avant la notion de savoir combien ça coûte, c'est le fait que on va dire, que tout le monde joue au jeu du processus. Si je prends l'intégration de la sécurité dans les projets ou, par exemple, du contrôle interne. Le premier problème que vont avoir nos clients, ça va être de faire en sorte que tous les projets ou tous les systèmes soient enregistrés dans leur fichier Excel. Ils partent de ça. Donc, quand ils prennent la solution, ils sont déjà bien contents de voir que tous les projets sont enregistrés dans la solution. Euh, Après, ils ne nous donnent pas aujourd'hui ce retour de ROI parce que finalement, ce qui se passe, c'est que ils gèrent mieux leurs ressources avec la solution, mais ça ne veut pas dire qu'ils en consomment moins. Donc, il y a les mêmes dépenses, mais pour un meilleur gain je dirais, de gestion du risque cyber. Aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui parce que c'est pour ça que c'est une très bonne question, Oriana, quelque chose qu'on essaye de mettre en place et on demande à nos clients, c'est de finalement identifier, typiquement sur une analyse de risque, combien de jours ils ont économisé. C'est pas quelque chose qu'ils arrivent réellement à faire aujourd'hui ou un chiffre qu'ils arrivent à nous donner, mais c'est quelque chose qu'on aimerait bien obtenir parce que à l'époque en tout cas où il y avait beaucoup moins d'utilisateurs et que c'était beaucoup des consultants qui l'utilisaient, ils nous disaient qu'en moyenne c'était entre 50 et 70% de gagné sur l'analyse de risque. Moi, je suis pas trop étonnée, hein, parce que quand on réécrit pas tout à chaque fois et que on doit pas tout refaire soi-même à la mano dans son Excel, c'est pas un chiffre qui m'étonne beaucoup. Enfin, ça me Et paraît assez logique. c'est Et puis surtout, on arrive à avoir des économies d'échelle très rapidement, en fait, qu'on soit consultant ou en interne. c'est ça. Si on gère deux projets par an, c'est une chose, mais dès qu'on en gère un certain volume avec différents collaborateurs ou différents services, à tout le moins, oui, je suis pas étonnée par ce chiffre. Disons qu'aujourd'hui, justement, je pourrais pas te dire 50-70% pour tout le monde parce que ça dépend vraiment de comment les clients l'utilisent et l'ont implémenté. Euh, Par contre, ce que je peux te dire, c'est que donc les consultants nous ont dit ce 50 à 70%, et surtout les autres nous ont dit, bah, déjà le premier avantage, c'est que on peut traiter plus de projets. Donc si tu veux, pour le même budget, ils peuvent en traiter plus. C'est pas pour le nombre de projets, ils payent moins, c'est pour le même budget, ils en traitent plus. Ok. Sur la partie, donc là, pour le même budget, tu me tends une perche financière, évidemment. Du coup, j'ai envie de te demander combien ça coûte et surtout aussi comment vous implémentez la solution parce que dans vos clients, ça se sait assez facilement, il suffit d'aller sur votre site internet. Il y a quand même des clients qui sont, je dirais, des clients grands comptes avec des degrés de sécurité élevés, donc qui n'ont pas des systèmes d'information ouverts avec lesquels il y a quand même beaucoup de sécurité. Du coup, comment vous adressez un peu ce marché et est-ce que du coup, vous avez des solutions qui sont du coup adaptées? Alors, on a, je dirais,
deux grandes offres. Euh, Si je dois vraiment les résumer comme ça, on a deux grandes offres. On a une offre qu'on appelle expert et une offre entreprise. Alors, en quoi ça consiste? L'offre expert, on va dire, c'est plutôt orienté consultant ou pour un RSSI, mais d'une entité plus petite, qui finalement va pas avoir les moyens, les ressources pour mettre en place tout un processus avec la solution. Il va vraiment utiliser la solution pour gérer quelques analyses de risque, etc. Donc, ça correspond vraiment à l'offre consultant et PME ETI. Voilà. Donc c'est une offre qui est divisée en deux. On a une partie un petit peu limitée, mais qui est assez attractive. Elle est à 125 euros par mois ou 1500 euros par an. Et puis une autre où on a un petit peu plus de flexibilité, qui est à 4500 euros par an, je crois, de mémoire. Donc ces deux offres, elles ont pour objectif vraiment d'adresser d'une part des consultants qui sont indépendants par exemple ou des consultants chez des ESN et on va dire des entreprises ou des collectivités ou des établissements de santé, donc potentiellement des établissements publics euh, plus petits. Euh, voilà, donc voilà, ça c'est une offre où finalement on va être un petit peu sur quelque chose de très simple, une sorte de mode simplifié de la solution, pas un mode dégradé, un mode simplifié, c'est important de le dire. Donc ça c'est la première offre. Et la deuxième offre, donc celle qui effectivement que tu as évoquée sur les grands comptes, alors tu as parlé effectivement des problématiques, je pense que tu parlais notamment du secteur défense. Entre autres, c'est pas les seuls, on a aussi le secteur bancaire, l'assurance, on est vraiment multisecteur et on a également d'ailleurs dans les grands comptes des différents niveaux de maturité, hein. Et ça c'est quand même important de le souligner. Et ben ils ont des offres euh, pour eux, taillées pour eux, hein, on appelle ça des offres entreprises et là il y en a plusieurs. Ce sera toujours suivant ce qu'ils souhaitent faire. Donc c'est des offres progressives. On a une offre build, offre manage et offre govern. Ça dépend vraiment de leur niveau de maturité. L'idée c'est de les accompagner dans une démarche d'amélioration continue, euh, de les accompagner vers une gouvernance du risque cyber éclairée, dynamique, avec un processus clair, défini et enregistré dans une solution qui est pérenne, collaborative. Et ça, c'est des offres. Je ne vais pas communiquer les prix parce que c'est adapté en fait à la taille de l'entreprise. C'est au nombre d'utilisateurs. Ok. Voilà. Sur cette partie-là, dans l'outil, donc on identifie basiquement des vulnérabilités, on cherche à Mm. les couvrir pour Ouais. baisser son risque au niveau global. L'impact financier dans tout ça, comment je le Mhm. remonte? Parce que le vrai sujet des DSI ou des RSSI qui nous écoutent, ou des dirigeants qui me disent mais pourquoi ils me saoulent avec leurs outils, je leur ai déjà donné un budget, pourquoi c'est pas suffisant? Et puis d'abord, il n'y a pas de problème, alors je vois pas pourquoi on m'embête. En résumé, c'est un peu ça, ce que j'entends tous les jours, soit des dirigeants qui viennent qui râlent, soit des DSI qui pleurent parce que ils cherchent du budget. Du coup, ma question est, vous êtes allé plus loin en termes de calcul. Du coup, est-ce qu'on peut savoir combien ça coûte dans l'outil et comment c'est rendu? Alors oui, déjà oui, à la question posée, sur effectivement ces problématiques des RSSI, des DSI, des membres du COMEX, il y a toujours cette problématique de, ok, je vous ai donné tant de budget, mais bah, si j'ai pas d'accident finalement, d'accident cyber, à quoi ça sert? Là, c'est Alors, un peu comme l'assurance, en fait. Je le paye, ça me saoule de le payer, et exactement, j'ai l'impression que j'ai payé à fond perdu, quoi. exactement. Sauf que justement, si on n'a pas d'accident, c'est que c'était pas si mal en termes de budget. Euh, mais effectivement, c'est un ça veut dire que c'est là que le bas blesse chez les RSSI, les DSI, de justifier pourquoi il faut dépenser tout ce budget pour éviter des risques qu'on ne verra peut-être jamais, parce que justement, si on sait bien sécuriser, on n'aura peut-être pas ces attaques-là. Donc, c'est un des principes forts, en fait, tout simplement de la gestion du risque, hein, c'est de rattacher des vulnérabilités techniques, des failles, qui, elles, sont quantifiables par des experts techniques, des architectes, cyber, etc. Avec, oui, mais c'est quoi mon impact? Parce que c'est finalement comme sécuriser un établi dans lequel on a trois pauvres marteaux, euh, et puis on met une porte blindée avec une serrure. Et en fait, finalement, on protège trois marteaux. Donc ça nous coûte plus cher en sécurisation
Le matériel que le protégé. matériel protégé. Donc, c'est important de rattacher ces deux mondes. Il faut comprendre pourquoi on fait de la sécurité, dans quel objectif et combien finalement ça va nous éviter, en tout cas en termes de dégâts. Et donc oui, ça on l'a adressé, finalement on l'a adressé par une méthode de quantification qui s'appelle la méthode FAIR. Donc on peut quantifier finalement des risques cyber, hein, les risques cyber ou les risques IT d'ailleurs, des défaillances, des choses comme ça, qu'on va présenter aux membres du comité exécutif, au board, ou même potentiellement à des directions métiers. On va présenter au directeur financier le risque d'indisponibilité du CRM ou ce genre de choses. Donc, finalement, on met des valeurs financières sur ces risques qu'on va présenter au board et on va récupérer toutes les vulnérabilités, les failles techniques et les mesures de protection associées. Donc, si je reprends l'exemple de mon établi, de mon établi avec les 3 marteaux, finalement, je vais évaluer combien me coûterait un cambriolage de mon appartement, par exemple. Ça, c'est avec la méthode FAIR de quantification que je vais le faire. Et ensuite, je vais identifier toutes les vulnérabilités qu'il peut y avoir pour un cambrioleur qui va venir voler mon appartement. Donc la serrure, la porte, la fenêtre, enfin, voilà, ou d'autres, hein. Et puis je vais identifier les mesures et combien elles coûteraient. Donc mettre une porte blindée, mettre une alarme, mettre un gardien devant ma porte, hein, c'est aussi une mesure en soi. Identifier combien ça coûte. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on peut faire le lien entre combien me coûterait une porte blindée, combien me coûte une porte blindée, ça on sait le quantifier. Combien me coûte un cambriolage, ça on sait le quantifier. Puis ensuite on fait un rapport entre les deux. Il y a quand même un calcul derrière, hein, ça paraît simple que je l'explique comme ça, mais avec toute une notion de calcul de probabilité, etc. Mais concrètement, on rapproche ces deux valeurs-là, combien ça me coûte et combien j'évite en termes d'impact financier, et on a notre ROI. On a l'impact financier avec les effets de bord. Typiquement, tu parlais du CRM. Le CRM n'est pas disponible. Bon, alors j'ai un problème sur mes équipes. Elles vont être en chômage partiel pendant quelques heures. Ça me coûte quelque chose. Je vais avoir une perte de chiffre d'affaires. Ok, très bien. Je vais devoir peut-être remonter mon CRM. Je vais appeler la société chez qui j'avais mis la donnée. En fait, j'ai quand même un certain nombre d'effets de bord. C'est pris en compte dans le calcul financier, en fait. Ouais. C'est une question assez, je veux dire, touchy, parce qu'elle elle fait appel à ce qu'on appelle les impacts secondaires. Et en fait, dans la méthode FAIR, alors c'est une méthode, on n'a pas inventé la méthode FAIR, hein, c'est une méthode qui est standard, qui est portée par le groupe OpenFAIR, qui est, on va dire, qui est la norme, hein, dans la partie IT cyber, et qui permet d'évaluer effectivement plusieurs impacts, donc des impacts de production, des impacts en images, il ne faut pas les oublier, les impacts en images, si je prends la fuite de données, il y a aussi des impacts en images déjà, et des impacts juridiques aussi. Donc il y a différents types d'impacts qu'on va évaluer, on va dire, de manière primaire. Voilà, si cet événement arrive, combien je perds en images? On fait une estimation, ça reste un ordre de grandeur, hein. L'idée, c'est pas d'avoir quelque chose de très précis, c'est au moins d'avoir une visualisation de combien ça me coûterait. Et puis après, il y a les impacts secondaires. Donc les impacts secondaires sur mon travail, mon activité, les impacts secondaires sur potentiellement nos sous-traitants, nos clients finaux, etc. Enfin, dans la méthode FAIR, on va retrouver plusieurs critères. On va estimer si on a les données. C'est important de le dire quand même, c'est que quand on parle de ces choses-là, de ces différents impacts, ça peut paraître lourd pour les clients, les prospects. La méthode n'est pas construite comme ça. La méthode, elle est construite dans le sens où rentrez déjà les informations que vous avez, ça vous fera déjà un premier calcul, et ensuite, vous allez affiner ces différentes valeurs pour avoir une estimation plus précise. C'est l'amélioration continue de la maîtrise du sujet, en fait. Exactement, l'amélioration continue de la quantification des risques IT et des risques cyber. Ok, on arrive à la fin du podcast. J'ai mes 2 traditionnelles questions. À quoi, Simon, as-tu envie de dire non aujourd'hui? C'est une bonne question. Moi, je dis oui à tout, Oriana. C'est difficile. Alors,
Je dirais qu'aujourd'hui, typiquement, on nous remonte souvent le fait de comment dire, de remonter toutes les informations automatiquement, dynamiquement, etc., en branchant. On a beaucoup ce retour de nos clients qui sont ah, mais comment ça se fait que votre outil, je le branche, votre solution, je la branche pas sur mon système et L'interconnexion. exactement, elle fait tout. Alors, je ne veux pas dire non à l'interconnexion, hein. Attention, c'est important l'interconnexion. Mais je dirais non à une chose, je dirais non à la pensée que tout va être dynamique demain et automatique. Pourquoi je dis non à ça? Parce que ça voudrait dire que on oublie l'humain au cœur du processus, et ça voudrait dire surtout qu'on s'empêche de réfléchir et qu'on laisse à la machine, à la solution, pourtant on est éditeur, hein, mais qu'on laisse à la solution le loisir de prendre les décisions elle-même. Et c'est une erreur, parce que il y a des humains derrière, il y a des métiers, et il y a des décisions à prendre. On le dit pas souvent, mais une analyse de risque ou de la gestion des risques cyber, derrière, c'est une décision. On prend tous des risques dans la vie de tous les jours, on les prend sciemment, et je pense qu'on n'aimerait pas que ce soit une machine qui les prenne à notre place. Donc, je dirais non à cette idée-là qu'il faut finalement que l'outil, la solution, remplace l'humain dans la gestion du risque et la prise de décision du risque surtout. Et du coup, à quoi as-tu envie de dire oui aujourd'hui? Euh, je dirais oui. Je dirais oui à bah justement, référence à ce que j'ai dit tout à l'heure, et je dis non. Je dirais oui à l'humain. L'humain de manière générale, ça veut dire oui à la, la collaboration en entreprise et surtout le fait que il faut garder le contact avec les gens. On en a parlé tout à l'heure, effectivement, Oriana, mais je te disais que j'allais tous les matins avec le sourire au travail. C'est un exemple de ce à quoi je voulais dire oui, mais dans ce oui-là, il y a également le fait que quand on voit nos clients, quand on voit des nouveaux prospects, quand on voit des RSSI qui sont dans des situations plus ou moins difficiles, euh, ben, on s'aperçoit finalement que discuter, au-delà de la solution, de l'outillage, des processus, discuter résout beaucoup de problèmes. Et je dirais que c'est un des messages forts que moi je voulais transmettre en tant que personne, mais je pense que c'est également le message fort de la société, derrière la société égérie, c'est de ne pas oublier que c'est avant tout une aventure humaine. C'est avant tout une aventure humaine, y compris quand on est éditeur, y compris quand on discute entre fournisseurs et clients. Derrière, il y a des personnes. Et je pense qu'il faut garder ce contact-là, il faudra toujours le garder. Très bien. Merci beaucoup, Simon, d'être Merci à toi, venu Rihanna. au micro de la robe numérique. Tu reviens quand tu veux présenter les évolutions d'Egérie. Ce sera un vrai bonheur de vous avoir une nouvelle fois. Merci et bonne Eh continuation. ben merci, j'attends ta prochaine invitation. Plaisir.